Ok, bonjour tout le monde, ici Yannick Yao. J'espère que vous vous portez bien dans cette période qui n'est pas évidente avec ce Covid-19 coronavirus. Néanmoins, je dois avouer de mon côté que je suis super excité d'enfin lancer ce podcast vidéo et encore plus ici à Abidjan. Je vais démarrer directement cette conversation avec mon premier invité qui ne devait pas être le premier, mais finalement c'est le premier, Wilfried, en le laissant se présenter. Wilfried, présente-toi à la Yao Nation, dis-nous qui tu es, ce que tu fais et on enchaînera par la suite. D'accord. Donc merci pour l'opportunité en tout cas que vous me donnez aujourd'hui d'échanger avec vous. Donc je suis Wilfried Assis, donc ivoirien d'origine. Je suis l'ancien directeur marketing monde du groupe Trace. Avant ça, j'ai été le head du marketing pour l'Afrique de l'Ouest et centrale pour le groupe Friesland Campina. Un des leaders mondiaux dans le secteur laitier. Et bien avant ça, j'étais regional marketing manager pour le groupe Unilever basé en Afrique du Sud. Voilà. Et en ce moment, je suis le fondateur de Mentor Afro, qui est une plateforme d'empowerment pour les communautés noires dans le monde. Ah, ok. Est-ce que tu peux rapprocher le micro vers toi comme ça va un peu mieux. D'accord. Yeah, super. Ok, est-ce que tu as déjà, comme je te le disais avant qu'on monte, j'ai envie de faire ces interviews en mode conversation. Réellement pas coincé, donc décontracté. Quand je t'ai conseillé au téléphone, tu me disais, ok, c'est quoi le dress code? Je t'ai dit tranquillement, mes tenues propres. Et super, encore plus super excité parce que on a une réputation, je pense, chez nous les Noirs, où on dit qu'on est toujours en retard au rendez-vous. Et tu as été super en avance. Ouais. C'est effectivement une des valeurs que je veux qu'on puisse renverser. En tout cas, c'est une des, ou du moins une des images que je veux qu'on renverse. Il faut qu'on est noir, il faut bannir l'heure africaine. Il faut être à l'heure. Voilà. Mais tu sais quoi, c'est bizarre. Moi, personnellement, je pense que en tant qu'Africain, finalement, on doit être un exemple. Et je pense qu'être à l'heure, c'est être africain et c'est pas le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Mais bon, ok. Est-ce que tu as déjà réalisé des interviews, ce genre de choses ou pas? Oui. Avec qui? Non, je veux dire, dans le boulot, je me rappelle en Afrique du Sud, j'ai déjà participé à une interview. Bon, c'était pour un truc interne dans l'entreprise, tu vois. Et puis, j'ai été souvent à des forums, sous le format interview aussi. J'ai été interviewé aussi par des étudiants de l'INPHB. Ouais, ils avaient un programme, une plateforme là où il fallait inspirer, partager l'expérience et tout ça. Voilà, donc ça va. Ok, commençons par le début. Tu es d'où? Tu es ivoirien ou tu es un immigré, entre guillemets? Non, je suis ivoirien. Ouais. Je suis ivoirien, donc né ici, grandi ici, et puis fini les études à Londres avant de revenir à Abidjan 2 ans. Après, j'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai vécu au Nigeria. Mais bon, j'ai travaillé sur pratiquement tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Tu vois. Ok, comme je dis, on va commencer par tes buts. Tu étais quel type d'enfant? Parce que finalement, quand je regarde, puisqu'on s'est connus sur LinkedIn, quand je vois ton profil, soit tu étais un enfant qui était très carré, soit potentiellement tu foutais le bordel, et derrière, je ne sais pas quelle illumination tu as eue, et derrière, tu as changé et tu es devenu très carré. Non, il faut dire que moi, j'étais déjà jusqu'à 4 ans, j'étais un gars un enfant assez difficile. Tu vois. Je me rappelle que, par exemple, le véhicule de mon père, la place devant, c'était soit à ma mère ou soit à moi. Voilà, il n'y a personne qui pouvait monter. Tu vois. J'étais le gars qui avait le super power, tu vois. L'enfant un peu gâté et tout. Et après, moi, mes parents, ils se sont séparés. Donc, je crois que là, moi, j'ai eu un choc qui m'a flanqué une timidité, ainsi de suite. J'ai grandi jusqu'en classe de au CM2, je crois. Ouais. Voilà. Et c'est à partir de la classe de 6e qu'il y a eu un changement. Et parce qu'en classe de CM2, c'est quoi? J'ai eu exactement les points qu'il fallait pour passer en classe supérieure. Okay. Donc, pour partir au collège. Et je me rappelle que les amis de classe, tu vois, qui ont été boursiers et ainsi de suite, ils mettaient une différence entre nous et tout. Et puis j'ai dit, ok, d'accord. Donc là, on va dans un autre système. Toutes les pendules seront mises à l'heure. Voilà. Et donc, à partir de la 6e, j'ai dit, écoute, moi, je suis le gars, je suis plus un gamin, je suis un grand garçon. Il faut que je sois percutant, je sois performant et tout ça. Donc, tout le changement vient de la classe de 6e, carrément. Donc, il y a sûrement des amis du collège ou bien du lycée qui feront cette interview et qui pourront dire ce gars-là, il nous a fatigués. Voilà, donc ça a été un peu ça. Voilà. Ok, période collège, comment c'était le collège? Parce que moi je ne connais pas du tout le système ici à Abidjan.
Je suis né en France. Mes parents m'ont ramené ici. Ouais. J'ai fait CP1, CP2, puis après. je crois. Et après, je suis reparti en France et depuis, je suis resté là-bas et je suis revenu ici. Comment ça se passe? Parce que ce que je vois à l'heure actuelle, des fois, je me dis, c'est cool, mais des fois, je me dis, ça me fait peur, en fait. Tu vois? Non, je pense que c'était cool. Ici, il y avait une expression assez drôle, en fait. C'est que quand tu passes en classe, quand tu viens en 6e, on t'appelle un bao. C'est quoi ça? Bao, voilà, c'est que tu vois, vous êtes tout petit, tout rikiki là, c'est la première fois que vous passez de la culotte de l'école primaire au pantalon, en fait, pour aller au cours. Vous avez des tenues bien dressées, toutes neuves et tout ça, tu vois. Ça fait vraiment, voilà, c'était une expression un peu pour tu redeviens le petit, finalement. Tu redeviens le petit. Tu étais en CM2, tu étais le grand. Voilà. Okay. Voilà. Donc, même bon, faut dire que c'était top parce que, je veux dire, on suivait les cours correctement avec des profs qui étaient bien excellents et tout ça. On était surtout à l'époque du bord d'enjaillement. Voilà, je crois que la jeunesse était un peu perdue. Le bord d'enjaillement, en fait, c'était un phénomène où les jeunes, tu sais, quand tu vas dans le fond, l'insight, c'était qu'ils voulaient affirmer leur personnalité, tu vois. Et donc, ils se mettaient, par exemple, à souvent écrit sur les murs avec des noms qui se donnaient, des surnoms, ainsi de suite. Donc, en passant, quand les gens voyaient, ils étaient fiers parce qu'ils se disaient, ah, ça, c'est eux. Et en plus de ça, Borough d'enjaillement, en fait, ils montaient, par exemple, sur les bus pour danser, pour faire des choses, tu vois. Bon, pour montrer une certaine bravoure, en fait, tu vois. Bon, c'est clair que moi, ça ne m'intéressait pas. Moi, j'étais le gars qu'il fallait, tu vois, être bien mis, tu vois, être en classe à l'heure. Moi, les cours commençaient je crois, à 7h30. Moi, j'étais en classe à 4h30 ou à 5h. Hein. T'as pas changé. Non. Bon, voilà, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est resté, tu vois. Moi, je voulais être là plutôt préparer le cours avant que le cours arrive, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est des habitudes, des attitudes, en tout cas, que j'ai construites, tu vois, dans le temps. Et qui sont restées, qui m'ont aidé pour ma carrière, quoi, tu vois. Ok. Tu me dis que tes parents se sont séparés. J'ai eu la même expérience, mes parents se sont séparés aussi. Tu es resté avec qui finalement? Tu es resté avec... Nous on a eu une expérience assez extraordinaire. C'est que nous sommes 3, donc j'ai un grand frère, il y a moi et ma petite soeur, donc du côté de maman. Tu es celui qui est au milieu? Au milieu, voilà. Donc quand les parents se sont séparés, mon père, lui, il est allé à Londres. Voilà, donc il est à Londres depuis peut-être 90, 92, je ne sais plus. Okay. Et le truc, c'est que maman, elle était commerçante, donc businesswoman, en fait, qui voyageait, aller dans les pays, dans la sous-région et tout ça. Et à cause de cela, elle ne pouvait pas, par exemple, dans le temps, laisser ses 3 enfants dans la même maison, par exemple, avec une nounou. C'était pas prudent. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a partagés, tu vois. Donc, moi, je suis allé chez mon oncle, qui était un professeur. Ouais. Donc, quelqu'un d'assez strict. Et comme je dis, j'étais un gars un peu teigneux, là. Donc, il fallait quelqu'un qui allait me redresser. Donc, il y a mon frère qui est resté chez ma grand-mère, tu vois. Et puis, j'ai ma petite soeur qui, elle est restée chez ma cousine, une grande cousine, en fait. Donc, on se voyait en vacances et tout ça. Mais elle a fait le choix, hein, parce que pour elle, c'était quoi? C'était que, écoute, moi, je suis plus avec le père des enfants, j'attends pas un autre homme, quoi. Tu vois, moi, je dois bosser, je dois truc, mais en même temps, je me rattache, en fait, ou je m'appuie sur mon frère, ma soeur, ainsi de suite, pour m'aider à garder un œil sur les enfants pendant que je vais prendre la marchandise, revenir, ainsi de suite. Et la bonne chose, hein, c'est que, tu vois, c'est une expérience qui nous a fait sortir de notre zone de confort. Maman, après, elle est distributeur de Vilco, tu vois, d'une marque de pain, de fabrique et tout ça. Et elle est parmi les 3 premiers distributeurs. Hein, tu vois. Donc, je veux dire que c'est une dame qui a fait des sacrifices, mais vraiment après, qui s'est battue aussi. Bon, je veux dire, moi, j'ai eu la carrière que j'ai eue. J'ai mon frère aussi qui est DAF. Bon, il a fait l'ENA, tu vois, après, il a fait la présidence, ma petite soeur, elle est en banque et tout. Quand tu regardes, tu te dis, bah, attends, on a tous été hors de notre zone de confort et ça nous a construit. Et après. Disons que la stratégie de ta maman a fonctionné finalement, même si c'est un pari, puisqu'elle sait pas, elle confie ses bébés à différentes personnes, même si c'est de la famille. Et des fois, aujourd'hui, ça fait peur de confier ses enfants à une nounou, ou même à un oncle, on a un peu peur. Et finalement, par la grâce du Créateur, tout s'est passé comme il fallait, vous en êtes sortis et tout. Et ça me fait penser à ma mère, on va dire côté successful, c'est pas le même rapport, mais je pense que ces femmes qui élèvent leurs enfants seules sont très braves. Je sais pas d'où elles tirent leur force, réellement c'est incroyable. Mais en quoi, qu'est-ce que tu as appris d'elle? Non, moi, en clair, tu vois, il y a des gens qui souvent me demandent, mais attends, qu'est-ce qui t'a inspiré, qui a été ton modèle et tout? Moi, c'est ma mère, hein, c'est la première personne. Tu vois, par exemple, quand j'ai eu le bac, avant que je sois orienté à l'INPHB ou bien un truc, enfin que je parte à l'université, elle a dit qu'elle partait à Lomé pour voir d'autres distributeurs. Là-bas, on les appelle les Nana Benz, hein, c'est tous ses collègues qui sont là-bas. Voilà, ainsi de suite. J'ai dit, ah, mais attends, moi je fais rien, donc je vais avec toi.
Donc, on n'a pas pris l'avion. On a pris la route. Et je crois qu'elle a fait exprès. Donc, on a pris la route. Oh, c'est pas possible. Donc, faut voir. Et là, c'était le moment vraiment fort, quoi, parce que il arrivait un moment, j'étais fatigué, épuisé. On était au niveau du Ghana. Et je me suis endormi. Je me suis couché sur les pieds de maman, tu vois. Alors que j'étais un gars qui avait 18 ans, 19 ans, tu vois. Donc, couché sur ses pieds. Donc, c'était un lien assez fort. Et en même temps, je réalisais, je me dis, attends, donc c'est toute cette fatigue-là que souvent la femme, elle subissait et tout. Et on arrivait à la frontière. On arrivait à la frontière et c'était mélangé de plein de gens, des gars, des malfrats, enfin plein de gars. Est-ce que ça a changé? Mais j'ai vu, ouais, non, c'est toujours pareil. J'ai vu maman aller négocier pour qu'on nous fasse passer, ainsi de suite. Je dis, mais attends, waouh, comment ça c'est possible? Et après, je lui ai dit, mais maman, c'est comme ça, c'est compliqué. Elle a dit, oui, souvent on arrive, la frontière, elle est fermée. Il faut passer souvent par un coin qu'on appelle la petite frontière. La petite frontière, en fait, je veux dire, c'est un endroit où il faut passer en bas des barrières et tout ça pour se retrouver dans l'autre pays. Je dis, oh non, attends, mais c'est pas croyable. Toi, t'as pas pu faire ça? Elle me dit, ah, ben oui. Elle dit oui. Moi, j'ai rien à cacher. Elle dit oui, voilà. Je dis, ah, waouh, ok. Donc, je vois les risques, en fait, qui sont pris par, tu vois, par ces mamans, je veux dire, tout l'effort, tu vois, la bravoure, la fatigue et tout ça, pour nous permettre après de pouvoir aller à l'école, de pouvoir truc. Donc, tu vois, moi, carrément, ça a été ces choses-là que j'ai vues. Et moi, quand je dis aux gens, ma première valeur, c'est le travail. Voilà, tu vois, parce que je suis né dedans, j'ai vu ça et ainsi de suite. Et j'ai même souvent écrit dessus, j'ai dit, les chiens ne font pas les chats. D'accord. Voilà, donc la personne qu'elle a été, qui est une personne battante, qui montre de la résilience, ainsi de suite, voilà, c'est des choses que moi aussi, j'ai copiées, parce que mon premier modèle, la première personne que je vois, c'était elle. Voilà, tu vois, donc clairement, ça m'a influencé positivement, tu vois, ça m'a donné certaines valeurs, certaines attitudes, tu vois, que j'ai gardées, qui ont fait qu'après, bon, j'ai pas eu peur de quoi que ce soit, quoi, tu vois, j'étais un gars qui fonçait. Ok. Après le lycée ici, c'est quoi, t'as continué à l'université ici ou tu es parti Non, à l'étranger? si, en fait, c'est que j'ai fait. Deuxièmement, j'étais de ceux. Je veux bien que les gars qui ont leur bac, qui mettent la pression à leurs parents pour dire, ouais, envoie-moi au Canada, ainsi de suite, ils écoutent et qui voient un peu ce qui s'est passé. C'est que moi, j'étais le gars qui a mis le stress à ma mère, qui dit, écoute, moi, j'ai eu le bac, bon point, tout ça, moi, je vais aller dans une université en France, je vais aller. Voilà. Donc, maman, elle m'a fait tourner, j'étais fâché, j'étais truc, et puis bon, enfin, j'avais passé aussi le test de l'INPHB. Ouais. Je crois que dans le temps, on était 20 000 bacheliers environ. Ils avaient 600 places. D'accord. Bon, et puis bon, les filières aussi, il y a des filières plus prisées et tout ça. Donc, du coup, moi, j'ai choisi le cycle long. Donc, j'ai été pris à l'INPHB. Et pour la chose, c'est que aux entretiens, pour entrer à l'INPHB, les gens m'ont demandé, mais attends, pourquoi est-ce que tu veux venir ici? J'ai dit, non, écoute, moi, j'ai ma mère qui s'est battue pour moi. Moi, je suis un gars qui a envie de rentrer dans cette école. Je sais que quand tu rentres par là, tu réussis. Il y a plein de modèles qu'on voit. Et je veux pouvoir réussir pour dire merci à ma mère, quoi, tu vois. Et donc, du coup, je crois que le gars, en clair, après, on s'est vu, c'est un prof qui était là-bas, il m'a dit, non, mais écoute, ce que tu as dit là, ça nous a cassé. On a su que c'est pas juste un gars qui vient à l'école pour venir à l'école, mais il y a un truc en lui qui brûle, en fait. Tu vois. Donc, voilà, donc je rentre à l'INPHB, je fais les classes préparatoires, donc c'est deux années corsées, tu vois, Vous êtes 20 000, il y a 600 places, c'est clair que ça va être... Ouais, c'était hyper compétitif. Hein. Donc, à la fois, tu tes notes depuis la classe de seconde, et puis aussi entretien pour voir un peu ta personnalité et tout ça. Donc, quand on rentre là-bas, en fait, c'est hyper corsé, c'est à Yamoussoukro, c'est loin de la ville. D'accord. Donc, vous avez des chambres, enfin, c'est un peu chic aussi parce que tu es loin des parents, tu vois, tu as l'État qui paye tout, tu ne payes pas de facture, tu as une chambre à toi, en même temps, il faut bosser aussi, il faut étudier. À l'heure actuelle, c'est toujours pareil ou pas? Non, si, je crois que c'est pareil. Donc, il faut bosser, il faut étudier. C'est hyper corsé. Les classes prépa, ceux qui ont fait les prépa, ils doivent savoir, c'est hyper corsé. On vous met le stress, la pression, plein de choses. Mais dans ça, il faut pouvoir ressortir, quand même, étudier. Et puis, en plus de ça, nous, on avait des activités associatives, en fait, en tant qu'association d'étudiants. Donc, on essayait d'organiser des trucs et tout. Donc, voilà, moi, je passe le concours et puis je rentre à l'ESCA. Donc, je suis admis à l'ESCA. On était 21 à être pris. Pour entrer à l'ESCA, donc l'ESCA qui forme en fait en marketing, management et finance. Et puis bon, il y a vraiment de grosses têtes qui ont fait cette école. Hein. Peut-être que je pense citer au truc, mais bon, je pense citer des anciens, des aînés, des trucs. Donc par exemple, l'ancien ministre Iritano, par exemple, c'est un de nos aînés. Il y a la sénateur Mariam Daougabala, il y a Koné Bruno. Enfin, il y a plein de gars qui après ont de bons profils, tu vois, qui deviennent ministres, qui deviennent un truc. Enfin, entrepreneurs et tout le reste. Je ne sais pas si tu sais, est-ce que le pourcentage de personnes qui ont suivi cette filière-là sont successful, sont plus en majorité successful ou pas?
Oui, si, ça faut. Ça me fait peur, je ne veux pas te couper, ça me fait peur parce que je me souviens d'une histoire que l'un de mes amis traders en France m'a raconté, puisqu'il donne aussi des cours dans une université à Bordeaux. Et il disait qu'il y avait un jeune noir, tout simplement, qui avait les meilleures notes au niveau trading, c'est ce qu'il leur enseignait, grosso modo. Et finalement, il est sorti, je crois qu'il est sorti, comment on appelle ça, major de sa promotion. Et finalement, c'est le seul gars qui n'a pas eu de boulot dans sa filière. Et ça me fait peur, en fait. Ce côté compétitif, je comprends, ça pousse à l'excellence, c'est ce qui est super. Mais pour les gars qui n'y arrivent pas, ça doit être moralement... assez fort. Tu sais, moi, j'ai un point dessus. J'ai souvent été panéliste sur des thèmes pareils, où on dit adéquation, par exemple, formation, et puis après, le monde de l'emploi. C'est que j'ai eu des cas comme ça, des gars qui étaient hyper bons, soit en maths ou bien en comptabilité, ainsi de suite. Et puis après, pour avoir un boulot, c'est tout difficile. Parce que souvent, les gars, en fait, ils n'ont pas incorporer le fait que tu peux bien avoir de bonnes notes, être excellent major de la promotion, mais il y a aussi un élément important qu'on ne va pas t'apprendre souvent à l'école, qui va être appris... Je te garantis qu'on ne te l'apprend pas. Tu vois. Donc, c'est soit, par exemple, le réseau d'anciens, avec vos interactions qui vous ouvrent l'esprit en entreprise, voici comment ça se passe. Ou bien même l'éducation, les parents, les grands frères, ou bien, tu vois, peut-être même tu parles à un mentor depuis que tu es au lycée ou bien un truc, qui t'ouvre l'esprit sur certaines choses, c'est l'attitude en fait. L'attitude. Et l'attitude, donc c'est des compétences comportementales, tu vois. Il y a des gars, par exemple, qui font la grosse tête, qui vont à un entretien, qui te disent, écoute, moi je viens de tel sub de cours et tout, voilà, moi je... Mais vous êtes tous comme ça, les gars qui sortaient d'école de commerce, de gros trucs et tout. Réellement, c'est ce que je vois. Tous pensent qu'ils vont avoir des postes... des salaires, voilà. Ils ne se rendent même pas compte que le marché n'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Parce que, tu vois, il y a un modèle en développement de compétences qu'on appelle 70-20, tu vois, qui est basé sur une étude faite aux États-Unis en 1990, un truc. Voilà, où on dit 70%, on a pris par exemple des cadres, des dirigeants et tout ça, on a vu que 70% en moyenne de leurs compétences venaient de l'expérience sur le job. 20% de tout ce qui est networking, donc mentoring, coaching et tout ça, et puis seulement 10% pour tout ce qui est compétences, ou du moins diplôme, enfin tout ce qui est académique. Absolument, tu fais du business, tu es chef d'entreprise, tu as un gars qui a 10 ans d'expérience qui se présente, tu as un gars qui vient de sortir de l'école. Bon, non, c'est différent. Tu vas jouer au niveau salaire éventuellement, mais... Non, c'est pas possible. Et moi j'ai dit aux gens, mais écoute, tu fais ta subdioco ou quoi que ce soit. Bon, nous-mêmes, quand on fait l'ESCA, on commence même avec les mêmes salaires que les autres qui n'ont pas fait l'ESCA, tranquille. Le point, c'est qu'on comprend et on a la chance parce qu'on a un réseau d'environ 700 diplômés qui sont des dirigeants, qui sont des trucs. Et les étudiants sont en contact avec les anciens qui leur donnent souvent des formations pratiques. Tu vois, moi, par exemple, j'ai profité d'un aîné là, qui s'appelait Amissa, qui avait fait une grande école d'esthète, tu vois, qui avait fait Wharton, qui nous a appris sur comment rédiger un CV, l'entretien d'embauche et tout ça. Bon, étant à l'école, quand tu as cette chance-là, ça te permet déjà de comprendre comment est-ce que tu vas te préparer pour attaquer le monde de l'emploi. Mais les autres qui n'ont pas ce support, ils sont un peu laissés pour compte. Bon, tu vois, il y a certains aînés qui sont venus, qui nous ont pris, par exemple, sur le marketing, sur l'audit, sur des trucs où ils te disent, écoute, par exemple, ils sont chez Ernst Young ou bien chez PricewaterhouseCoopers, ils te disent, écoute, regarde, voici comment ça se fait, voici comment est-ce qu'on évolue et tout. Donc déjà, depuis l'école, ton esprit est assez ouvert. Voilà, donc c'est un type de modèle ici, je pense, calqué de ces grandes business schools américaines et puis françaises et tout ça. Mais c'est très utile, ça aide, parce que ça te donne ce que le cours en classe ne te donne pas. Tu vois. Donc, en clair, moi, je pense que c'est hyper important. Les gens doivent essayer de penser à mettre ces choses en place pour avoir des gars qui, quand ils arrivent en entreprise, tu vois, ils ont l'attitude et puis aussi la compétence technique. Mais en même temps, moi, je dis, tout s'apprend sur le job. Voilà, il y a des expériences que tu vas avoir dans le travail et puis c'est clair, même nous tous, je veux dire, on travaille dans des entreprises et tout, mais ce qu'on fait là, on n'a pas appris ça à l'école. Absolument, il y a un gars que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, il s'appelle Gary Vaynerchuk, je ne sais pas si tu connais, c'est un Américain. Le nom me dit quelque chose. Il t'a sorti une métaphore par rapport à ça, il dit c'est facile, si tu veux avoir des muscles, grosso modo il dit si tu veux avoir des muscles, c'est pas juste en regardant des vidéos ou en lisant un magazine. Parce que tu lis, tu regardes des vidéos, c'est fini. Mais derrière, il faut aller à la salle de gym, il faut bien manger, il faut bien dormir, tu vois ce que je veux dire. Donc les gars qui sortent d'école, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, n'importe quelle personne qui a fait, on va dire, des bonnes études, des grandes études, ok, tu as juste la partie théorique. La partie pratique, quand tu es sur le terrain avec
quand tu dois dealer avec des êtres humains, c'est autre chose. Ouais, si, c'est clair, hein, c'est clair. Il y a un livre là que je recommande aux gens, hein, une fois j'ai acheté à l'aéroport. Le titre c'est What They Don't Teach You in Harvard Business School. C'est qui avait déjà entendu ce titre-là? C'est qui Non, moi, je ne me retiens pas le nom de l'auteur. Okay. Bon, mais le point, c'est que, en fait, le gars, il t'explique clairement que, écoute, tu vas pouvoir voir, je veux dire, c'est MBA ou bien ces trucs-là, mais souvent, on ne va pas t'apprendre à comment il faut pouvoir lire les gens. Tu vois, absolument. Ainsi de suite. Donc, il y a l'expérience de la vie. Et puis, aujourd'hui, il y a tout ce qui est développement personnel, ainsi de suite, qui viennent en supplément, qui aident, en tout cas, à rattraper ce gap-là que le système éducatif normal ne donne pas. Je ne veux pas forcément rentrer dans ça, mais je trouve que la religion, peu importe la religion dans laquelle tu es, normalement, quand tu lis un peu, que ce soit la Bible, le Coran, éventuellement d'autres personnes qui lisent autre chose, à travers les exemples qui sont donnés, les prophètes et tout ça, te montrent cela. Mais potentiellement, comme on est assez figé sur une certaine manière d'apprendre, on ne voit pas cela. Moi, je trouve personnellement, parce que tu sois musulman ou chrétien, on va dire dans notre pays ici, en majorité, c'est les deux religions qui sont fortes. Chacun devrait apprendre non seulement de sa religion, mais aussi d'apprendre de l'autre religion. Mais quand je dis apprendre, c'est pas forcément aller voir le prêtre, le pasteur ou l'imam. C'est réellement aller lire les livres qui seront là. Parce que réellement, les exemples qui sont donnés, si tu prends Jésus, tu lis, machin, ok, ça te donne une certaine motivation. Tu lis le Coran, ce qui a été écrit, c'est poignant, quoi, tu vois. Et effectivement, aujourd'hui, on a des prophètes, mais c'est pas péjoratif quand j'ai des prophètes. On a plusieurs gens qui sont sur les réseaux sociaux, puisque c'est là où la majorité des gens sont, et qui arrivent à donner cela, ces informations-là, et c'est comme s'ils prophétisaient, parce que si tu suis ce qu'ils disent, tu arriveras à mettre en pratique, enfin, en tout cas, tu arriveras à atteindre certains objectifs. C'est un peu cela, Mentor Afro, ou pas? Wow, ok, attends, je ne m'attendais pas du tout à cette question. Mais bon, écoute, non, Mentor Afro, tu sais, c'est clair qu'on n'a pas de religion, on n'a pas de truc. Le truc, c'est que nous, on veut faire, c'est utiliser tout ce qu'on a comme connaissances, tu vois, et puis les rendre disponibles, et puis fédérer les connaissances de tout le monde, ainsi de suite, et pour qu'on puisse relever la communauté. C'est un peu ça, hein, de façon ça. Je comprends. Tu as un CV qui est important en termes d'expérience. Et je dirais que hier, je regardais encore ton compte LinkedIn et je crois qu'il y a une personne qui a interpellé d'autres personnes sur LinkedIn en disant ok, il y a cette personne-là qui dit qu'elle fait du mentorat, du coaching et tout. Et tu lui as répondu en plein l'expliquant 70, 20, 10 et tout, tu expliquais et tout. Que c'est différent. Mais est-ce que tu arrives à comprendre que certaines personnes puissent avoir ce ressenti-là? Je dirais qu'elle est ressources humaines. Et c'est pas péjoratif, mais elle n'est pas sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Elle apprend à décrypter un CV, boum, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle a été dans ces postes-là. Et moi, quand je vois ton CV, je vois tous les postes que tu as occupés. Parce que je suis un entrepreneur, je cherche des personnes qui peuvent me faire atteindre certains objectifs. Quand je vois ça, je vois qu'il y a des compétences dont moi j'ai besoin pour pouvoir développer. Mais d'autres personnes qui ne sont pas dans ce cas-là voient ça autrement. Ils disent, en plus, en Côte d'Ivoire, les gens achètent des diplômes. Donc, à un moment donné, ça devient un peu compliqué. Comment tu arrives à leur expliquer que non, voilà, nous, ce que l'on fait? Ouais, tu vois. Bon, d'accord. Pour revenir sur le truc de la fille, je crois qu'elle a confondu. Elle a dit un mentor sur le net. Et après, elle dit, il fait du coaching. Elle a dit, attention, coaching, mentoring, c'est différent. Et tu vois, il y a l'amalgame partout. Moi, je te promets, je me suis retrouvé dans des réunions avec des hommes de l'éducation française, en train de confondre mentor et puis coaching. Je dis, il y en a besoin de faire un peu un nettoyage dans l'esprit des gens. Alors, fais-nous la distinction, comme ça, on va comprendre. D'accord. Voilà, donc de façon claire, tu vois, par exemple, le terme coach et tout ça, c'est un terme anglo-saxon. Voilà, le coach de Chelsea, équipe de football, c'est le gars qui apprend, prenons par exemple le coach du Barça. Bon, je ne suis pas un fan de Messi ou quoi que ce soit, je ne vais pas rentrer dans cette guerre-là. Bon, le point, c'est que le coach de Barça, par exemple, c'est quelqu'un qui aide Messi et les autres joueurs, par exemple, à mieux jouer au foot. D'accord. Donc, il leur transfère des compétences fonctionnelles. Tu vois, il sait les placer aussi, ainsi de suite et tout. Maintenant, c'est quoi? Le mentor de quelqu'un avant d'aller, tu dis c'est les placés si on reste sur le terme du foot. C'est-à-dire qu'ils ont déjà des compétences et lui, il leur dit comment les utiliser. Comment les utiliser, comment mieux, par exemple, tirer au coup franc ou bien comment se placer, ainsi de suite. Donc, en fait, voilà. Mais ils doivent avoir les compétences d'abord. Minimal. Il les entraîne aussi, en fait, à savoir mieux, par exemple, le gardien, on l'entraîne, on lui donne des techniques, tu vois, pour pouvoir mieux attraper le ballon, tu vois. Quand il vient, on dit à tel défenseur, voici comment est-ce que tu dois défendre, ainsi de suite, tu vois. Donc, on lui apprend son job. Voilà. Donc, le coach, dans son rôle, c'est censé être ça.
Maintenant, le mentor, par exemple, de Messi ou bien de cette équipe de football, c'est quelqu'un qui va, par exemple, leur demander, écoute, comment est-ce que tu vois, par exemple, on va parler de la carrière aussi. Voilà, parce que le mentor, il travaille sur le développement humain de l'individu. Tu vois, c'est carrément tous les domaines de la vie de la personne. Donc, il peut lui demander, par exemple, comment est-ce que tu vois ta carrière? Est-ce que tu comptes rester seulement là? Ou bien tu ne penses pas aller, par exemple, au PSG, peut-être qu'il y a plus de cash là-bas. Tu vas au Barça, tu vas au PSG. Non, moi, je sais pas, hein, peut-être Neymar a fait ça. Voilà, voilà, tu vois, donc il a fait. Donc, comment est-ce que tu vois ta carrière par rapport à ton ambition, où tu te vois dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que tu veux faire, tout ça. Et puis, le mentor, avec son expérience, souvent, tu vois, souvent, il partage, il fait aussi du storytelling. Il te raconte aussi des trucs qu'il a vécu, ça t'aide à déclencher des trucs chez toi, ça t'aide à avoir des perspectives. Aussi, il peut te demander, par exemple, écoute, tu vois, aujourd'hui, c'est quoi ta mission, tu vois? Et souvent, il y a plein de gens qui n'ont pas de mission. Par exemple, what is your purpose, tu vois, non pas de purpose. Donc, le mentor peut t'aider à dire, écoute, non, tu vois, par exemple, toi, tu es Messi, tu es une grande icône, et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu peux, au-delà de peut-être ta famille immédiate, ou bien élargie ou quoi que ce soit, avoir un impact dans ce monde, tu vois. Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas un centre de formation? Regarde un peu les pays défavorisés. Pourquoi est-ce que tu n'essaies pas d'avoir cette empreinte-là, d'aider les autres, d'aider la communauté, peut-être d'Amérique du Sud ou quoi que ce soit, tu vois. Il va te pousser à aller un peu, à faire ressortir en fait de toi un potentiel ou bien des choses auxquelles tu n'avais pas pensé, et ainsi de suite, tu vois. Donc, il t'aide à te développer humainement. Et après, tu as cette image qui est grande là, que tout le monde voit, c'est hyper top, tu vois. Mais les gens, ils confondent le truc. Un mentor est quelqu'un qui peut être un coach, parce qu'à la base, c'est quelqu'un qui a appris une certaine fonction, tu vois. Imagine par exemple en entreprise. Moi, je suis quelqu'un, à la base, je suis un gars du marketing. Je suis le coach de mes équipes de marketing, parce que je les transfère, je les aide à mieux faire le marketing, mais je serai le mentor, par exemple, de quelqu'un qui est dans un département finance ou quoi que ce soit. En entreprise, le mentor n'est pas censé être de la même fonction que toi, parce que vous n'êtes pas censé être en train de parler du travail. D'accord. Tu vois, mais de comment tu gères ta carrière. Par exemple, tu as des problèmes sur comment tu gères un patron difficile, tu veux quelqu'un qui est expérimenté pour t'aider, ainsi de suite, tu prends quelqu'un d'une autre fonction pour le faire. Donc, voici un peu comment moi je peux donner la différence. Ok. Généralement, c'est quel type de profil qui viennent te voir par rapport au mentor afro? Ou en tout cas, quel est ton client idéal, j'ai envie de te dire? Donc le mentor idéal, c'est quelqu'un qui... Bon, tu vois, je suis en train de mettre... Non, pas le mentor idéal, mais la personne que je souhaite aider. La personne que je souhaite, la personne que je veux. Oh non, moi, je veux idéalement, parce qu'on a une mission, hein, c'est qu'on veut relever la communauté black. Moi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est de prendre des blacks pour parler aux blacks. Voilà, comme ça, ils se reconnaissent, tu vois, il y a de l'empathie qui s'est créée, on s'est dit, bah, écoute, il est comme moi, ou bien il était dans le même quartier que moi, écoute, voici ce qu'il est, et tout. Donc, du coup, on pourra avoir de l'inspiration. Donc, le mentor, c'est quelqu'un qui peut inspirer. Il peut inspirer à cause de ses réalisations. Il ne va pas inspirer parce qu'il est le fils de tel ou bien le fils de tel. Non, c'est pas ce qui nous intéresse. Même il peut être le fils d'un tel ou quoi que ce soit, mais... Il faut qu'il y ait quelque chose. Voilà, il faut qu'il ait du coffre. Il faut qu'il ait du coffre qui, quand les gens y voient, ils se disent, mais écoute, je peux être comme ça aussi. Il me donne de la positivité, tu vois, il m'inspire, tu vois. Quelqu'un qui peut faire de la motivation. Et pour ça, idéalement, il faut des gens qui ont un niveau au moins manager. Hein. Quand je dis au niveau au moins manager, donc c'est des gens qui ont au moins une équipe qui gère, tu vois. Ou bien qui ont déjà géré une équipe. Voilà, donc aider une équipe à... Parce que quand tu vas être le mentor de quelqu'un, il faut connaître l'homme. Il faut pouvoir emmener l'homme à atteindre des objectifs, tu vas pousser à le challenger, ainsi de suite, tu vois. Donc, du coup, c'est ça. Donc, il doit pouvoir faire de la motivation. Ils doivent avoir des compétences et puis de l'expérience aussi qui sont prêts à partager. Tu vois? Nous, je veux dire, on ne veut pas le gars qui vient tout réussir, ainsi de suite, qui vient là pour se faire une belle image. Non, c'est pas ça. On a une mission, tu vois. Nous, on veut donner. On n'a pas d'ego. On regarde la communauté. Et moi, pour l'histoire, c'est ça. Hein, c'est que, tu vois, par exemple, j'ai eu la chance d'être dans des programmes qu'on appelle high potential, mais fort potentiel, donc sélectionné. Tu vois, il y a des outils de différenciation de leadership, là où on te met carrément en top dans une case là-bas. On dit, OK, à ce gars-là, au niveau des objectifs SMART, il est bon. Au niveau du comportement, il est bon aussi. Donc, du coup, on va le développer, le préparer pour le next step et tout ça. Tu vois. Et donc, quand c'est comme ça, tu as accès à certains programmes très sélectifs. Je me suis retrouvé à des formations. Par exemple, on envoie des gars du monde. On est 30, je suis le seul black de la salle. Et moi, naturellement,
je m'exprime, je pose des questions, je ne connais pas, je dis je ne connais pas, ainsi de suite, en attendant. Et puis, regarde, le truc qui est drôle, c'est que après, quand on se fait des sessions de feedback, on dit, mais non, mais en fait, on est surpris que toi, tu t'exprimes, tu es à l'aise, je veux dire, tu n'as pas peur du regard des autres, en attendant. Je dis, mais what the heck? Je suis aussi en apprenant, je suis quelqu'un aussi qui a quelque chose à donner. Donc, comment ça peut te surprendre? Dans le fond, je pense que la personne est étonnée que tu es de cette minorité-là. Tu arrives à exploser dans un groupe, et ainsi de suite. La réalité n'est pas aussi que de cette minorité-là, tu es une minorité qui pose des questions. Parce que ici, j'allais dire ici, non, chez les Noirs, après on peut lier ça à l'histoire, puisqu'on a vraiment, entre guillemets, souffert pendant une certaine période avant. Mais dès que tu essaies de dire quelque chose de constructif, éventuellement à une personne, elle le prend personnellement. Quand tu essaies de la redresser, ça devient comme si tu mettais un coup de bâton, je ne sais pas quoi, ça devient personnel. Quand tu lui dis quelque chose qui pour la faire progresser, au lieu, je dirais que l'instinct naturel, mais moi ça m'est arrivé auparavant, avant que je me mette à lire des livres et tout, comprendre un peu, machin et tout, que c'était pas grave de faire des erreurs et tout. La personne pense qu'elle est bête. C'est vraiment le mot. La personne pense qu'elle est bête. Elle se sent jugée, indexée et tout ça. Bien sûr. Donc, comment tu arrives toi à faire passer ton message? Parce que finalement, tu fais que transmettre le message. Après, celui qui arrive à recevoir, il reçoit quoi. Tu vois, moi je forme les gens aussi c'est un des topics ou un des sujets en fait, c'est comment faire un retour. Comment faire un retour à quelqu'un. Honnêtement, moi j'ai été formé dessus, tu vois. Par exemple, j'ai eu la chance dans un programme, jeune diplômé, fort potentiel et tout ça, où avant qu'on te nomme manager, on te forme à être manager. Tu vois, voilà. Donc, c'est différent et je l'ai dit, j'ai écrit souvent dessus, plein de gens arrivent à ces postes-là, mais ils ne sont pas préparés, tu vois. Donc, et après, c'est la catastrophe. Ils ne savent pas parler aux gens, ils ne savent pas faire le truc. Voilà. Donc, il y a un point, c'est que dans le management, tu es censé savoir faire un retour à quelqu'un. Et moi, il y a des méthodes. Bon, je le dis ici. Tu vois, il y a une méthode que j'appelle sandwich. Donc, on va te dire généralement, fais du positif, parle du challenge, et puis tu termines avec le positif. Tu vois. OK. Tu vois, toi, Yannick, par exemple, je veux te faire un feedback. Je peux dire, Yannick, écoute, moi, j'apprécie vraiment ce que tu fais, ton intervention, ou bien, je veux dire, ta contribution dans l'équipe, elle est superbe, elle est excellente. Le seul challenge que j'ai, je veux que, par exemple, tu t'améliores sur les délais, tu vois. Les délais, parce que souvent, tu envoies les trucs en retard. Tu vois, et ça fait que on n'est pas truc. Mais sinon, au-delà de ça, tu sais, tu es le gars avec qui moi je vais aller à la bataille, je compte sur toi, je sais que tu peux faire des trucs, tu vois. Comment tu te sens là? Non, mais tu te sens bien puisque tu m'as valorisé dans un premier temps, tu as reconnu mon boulot dans un premier temps, et derrière, après ça devient un peu de la manipulation si c'est pas vrai, si tu le ressens pas comme ça. Non, mais pourtant c'est vrai. C'est vrai, ça doit être vrai parce que dans la façon de faire, c'est des entretiens qui se préparent. Tu vois, c'est-à-dire que moi, en tant que manager ou bien en tant qu'un collègue ou quoi, je suis censé m'asseoir et puis me dire, attends, dans mes rapports avec Yannick, qu'est-ce qu'il fait bien? Voilà, ok, donc je vais puiser dans mon esprit et je vais retrouver le truc dans ma mémoire. Je dis, ok, voici le challenge que je vais lui flanquer. Mais au-delà de ça, dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui a un asset, c'est quelqu'un qui est bon, tu vois. Donc, voilà. Donc, et je te le dis, tu touches un point du doigt qui est très important, c'est qu'il faut qu'on soit authentique dans tout ce qu'on fait, tu vois. Il faut qu'on soit authentique. Bon, malheureusement, je veux dire, les gens qui ne sont pas noirs, nos cousins, là, eux, ils ont l'habitude souvent d'être authentiques. Ils t'aiment pas et tu sais qu'ils t'aiment pas. Non, bon, il y en a. Bon, de part et d'autre, je veux dire, il y a des gens qui savent jouer le jeu, mais il y a d'autres aussi qui sont eux-mêmes. Et tout, mais bon, il faut arriver à cela. Et puis, il faut, dans l'ensemble, avoir un peu d'humain dans qui on est. Tu ne peux pas ne pas aimer quelqu'un, ça n'a pas de sens. Tu dois aimer l'homme, naturellement. C'est vrai, tu penses? Non, je veux dire... Est-ce que c'est ce que tu aimerais, idéalement? Et je te suis. Mais la réalité est autrement. Ouais. Tu vois? Non, tu sais, nous qui sommes je veux dire, moi aussi, nous qui sommes dans tout ce qui est développement humain et tout ça, quand on voit quelqu'un, disons, qui est méchant, ou quelqu'un qui n'est pas honnête, ou bien qui n'est pas truc, nous, on voit une opportunité de développement sur la personne. Oui, tu vois, je comprends. Voilà, on s'est dit que c'est quelqu'un qui a un souci. Non, tu es comme un médecin, finalement. Toi, tu as un remède, tu vois que c'est un peu psychologique et tout, boum, je comprends tout à fait cela. Après, réellement, moi, la réalité m'a tellement frappé que je me dis, j'ai plus le temps. Et surtout dans l'ère dans laquelle on est. Les gars meurent comme n'importe quoi, même si on mourait avant, parce qu'il y a le palu, il y a la grippe, il y a d'autres choses, mais là, on nous met plein d'informations sur le Covid-19 et tout. J'ai vraiment pas le temps si tu vas être un
perturbateur dans ma vie et que tu veux même pas essayer de changer, j'ai pas le temps de vouloir rester avec toi parce que tu deviens comme un parasite pour moi. Et c'est même pas l'impression, c'est sûr et certain. On s'influence les uns les autres. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai comment tu es. Donc, moi, c'est un truc. Tu vois, je veux dire. Non, c'est vrai qu'il y a des énergies négatives desquelles, et puis moi, je recommande ça. Je dis. Moi, je disais à quelqu'un, par exemple, j'ai fait un commentaire là, et puis j'ai un ami avec qui j'ai fait les prépas, tu vois, qui racontait un truc bizarre. J'expliquais en fait une attitude que nous qui avons fait SK, on avait et tout ça. J'expliquais, je disais le truc. Le gars vient dire, ah non, mais après 15 ans, tu vas pas venir raconter le truc. J'ai eu envie de lui dire, écoute, c'est moi qui étais dans le truc, c'est moi qui explique ce qu'il a. Donc, tu vois, tu prends ça, si ça te plaît pas, tu dégages, point barre. Tu vois, moi, je sais le faire aussi. C'est-à-dire, en même temps qu'on est dans le développement humain, on sait choisir les choses, on sait dire aux gens aussi, écoute, non, je suis désolé, ça passe pas. Tu vois, donc je dis aux gars, écoute, voilà, si tu continues, moi, je te bloque, je t'enlève du truc, et puis c'est tranquille. Donc, il faut souvent aussi se séparer des zones négatives, des gens qui, souvent, surtout, même à un certain niveau de réflexion, tu vois, ne se pousse pas un peu. Vous n'allez pas vous entendre et puis ça va te perdre le temps, ça va perdre le temps à la personne. Il n'y a pas le temps. Tu vois, j'ai développé un site internet qui s'appelle westtv.com. Je passe de la pub en même temps. Non, Donc, ce site-là, il permet à des étudiants qui font du sport de se faire recruter par les universités américaines en sport-études. Donc, on leur donne toutes les informations. On a mis en place des outils pour qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire sportivement et scolairement parlant. Et sur la manière dont on fait la promotion de cela, c'est réellement beaucoup de messages de développement personnel. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que, en tout cas dans ma vie personnelle, les gens, même les gens que tu aimes le plus, tu n'es pas obligé de passer un mois avec eux, tu n'es pas obligé de passer une semaine avec eux, tu n'es même pas obligé de passer une journée avec eux, même pas une heure. Parce que c'est beaucoup plus simple finalement si vous ne côtoyez pas, tu vois ce que je veux dire, que si vous êtes ensemble. Parce que, remarque bien, en tout cas c'est ce que moi j'ai remarqué, quasi à chaque fois qu'il y a des regroupements familiaux, comme je ne sais plus comment on dit, il va quasiment y avoir une problématique. Ça va partir en vrille. Je ne sais pas pourquoi. Et dans le boulot aussi, les gens sont ensemble. À un moment donné, Anne va parler de Jeanne parce qu'elle sort avec truc et ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mais juste pour dire que je comprends, toi, par rapport à ce que tu fais, que il y a une opportunité de pouvoir aider ces personnes-là. Après, moi, personne qui n'est pas dans le mentorat et tout, je dis non, coupe. non, bien sûr. Contact, bien sûr. Tu vois, par exemple, j'ai un groupe parce que j'étais en phase pilote, là, donc j'ai environ 250 personnes que je suis. Tu vois. Le point, c'est que dedans, tout le monde peut s'exprimer. Je dis, écoutez, on utilise les hashtags et tout ça. Et il y a des gens dedans qui, par exemple, se mettent à avoir des communications sans même les faire approuver, qui viennent poser des questions, qui vont créer carrément le désordre. Et donc, automatiquement, quand ça se passe, moi, il y a plein de gens qui m'appellent, qui disent, mais attends, ce gars, il fout quoi là? Il faut qu'on le vide, tu vois? Il faut qu'il sorte du truc et tout. J'ai dit au gars, calmez-vous. Ok, c'est clair que l'attitude n'est pas bien. Donc, moi, déjà, je réponds. Donc, je recadre. Donc, avec les méthodes, comment on donne le feedback. Ça, c'était la méthode sandwich que j'appelle. Il y a plusieurs autres méthodes aussi pour faire en fonction du lien hiérarchique et tout ça. Je recadre et ainsi de suite. Et puis, je dis à ces gens qui m'appellent, je dis, ok, rappelez-vous de pourquoi est-ce qu'on est ensemble. On veut relever la communauté black. Ça va pas être facile. C'est ça le truc. Ça va pas être facile. Et tu vois, moi, c'est pas un truc, je dis, la vision, c'est 5 ans, 10 ans. Non. Moi, je parle de 2100. Voilà, c'est l'info que je ne veux pas donner. Tu es optimiste. Et je te suis. Et je suis d'accord de voir cette vision à long terme. Vraiment long terme. Et je trouve que c'est quand même optimiste. Dans le sens où, on va dire, tu as des forces extérieures qui sont contre ça. Parce que je pense qu'effectivement, si les Noirs retrouvent un certain sens de la réalité, ça va être intéressant pour nous. Mais ça peut gêner des gens. Exactement. Et dans ce même programme dans lequel on est, il y a des Noirs qui sont bien dans cela. Ils n'ont pas forcément envie de sortir de cela, tu vois. Donc, les personnes qui pensent que dans 5 ans, 10 ans, ok, il y a de quoi faire. Tu as juste à être dehors et voir comment ça se passe et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, effectivement. Tu vois, moi, je crois à un principe aussi. Je pense que souvent, pour changer un système, il faut une révolution, tu vois. Ça me fait peur quand les gens disent ça. Non. Est-ce que tu peux définir révolution, s'il te plaît? Voilà. Une révolution intellectuelle. Une révolution, je veux dire, en termes de changement d'habitude et tout le reste.
en termes de... faut inspirer les gens, tu vois. Il faut que les gens voient que, écoute, c'est possible. Il faut que les gens commencent à être un peu plus positifs. Tu vois, il y a plein de success stories d'entrepreneurs du continent, bon, enfin de noirs, et ainsi de suite, qui n'ont même pas assez d'exposition, tu vois. Il y a plein... C'est de leur faute. Voilà, c'est ça. Non, sérieusement. Si. Et c'est de ta faute aussi. Non, tu sais pourquoi je dis ça? Ouais, vas-y. La raison pour laquelle je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, auparavant, il y avait les médias traditionnels. Il y a les chaînes qu'on connaît et tu peux rien faire. Soit tu connais les personnes qui sont à l'intérieur. Aujourd'hui, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn. Là. Ouais. Les médias, c'est nous. Les médias traditionnels, la seule chose qu'ils font, c'est de reporter des histoires de nous. Tu peux faire la même chose. Et si effectivement, toi, qui fais quelque chose de constructif, tu n'utilises pas ces plateformes-là, ça devient de ta faute si ça n'avance pas. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et tout le podcast que je suis en train de faire ici, j'avais commencé déjà en France, mais quand je me suis dit, ok, je suis tombé amoureux à nouveau du pays de mes ancêtres. Il y a 3 ans, je suis venu. Je suis revenu, ma femme, des enfants, super, on avance et tout. Mais je le dis, moi, c'est ma contribution de pouvoir vous mettre en lumière. Et après, c'est à vous aussi de faire ça. Bien sûr, et je ne sais pas comment utiliser. Eh ben, tu es sur YouTube toute la journée, au lieu d'aller écouter des clips de Zouglou, je sais pas quoi, tape comment faire du LinkedIn. Bien sûr. Et c'est ce truc-là, ça manque, j'avoue. C'est un truc qui manque, en fait, tu vois. C'est ce côté recherche un peu, ce côté, comment ça se fait, comment ça se fait. Et puis tout est disponible, en fait. Mais tu vois jusqu'à même, souvent tu postes une affiche où tu mets des infos dedans, il y a des gens qui lisent même pas, ils viennent te poser une question. On dit, mais attends, mais retourne au truc, tu vois. Je vais te couper encore, pardon. Ouais. La réalité, c'est qu'on ne lit pas. Et ceux qui vont. Les gens comme toi lisent. Mais la majorité des gens ne sont pas comme toi. Ouais, c'est ça. La majorité, eux, ce qu'ils cherchent, c'est que ce soit le plus facile possible. Nous, on essaye de les convertir à ce qu'ils lisent. Ce qui est intéressant. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, c'est très bien de lire. Mais aujourd'hui, tu vois que si les gars sont plus dans les vidéos et tout, il faut commencer à faire des vidéos un peu plus exposées. Effectivement, on va être un peu timide sur certaines choses. On s'en fout de qui va juger. Parce que dans cette masse-là, si tu réussis à toucher une personne... Après, du bouche-oreille et tout, tu as plein de trucs. L'effet papillon. Ouais, bien sûr. Parce que si tu réussis à toucher une personne et que finalement elle réussit par différentes actions qu'elle met en place par toi, c'est une grâce pour moi. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Non, c'est top. Mais tu sais, en fait, c'est dans le plan de Mentor Afro. C'est après, toi, différents types de contenus, du texte, des vidéos, podcasts, plein de trucs. Peut-être qu'on fera des choses ensemble, parce qu'il faut qu'on discute. D'accord, tu vois. Et en plus, tu vois, c'est ça. Donc, tout est démocratisé. Et puis, tu vois, cette plateforme-là veut être la plateforme de tout le monde, à la fois des mentorés et des mentis. Tu vois, par exemple, moi, il y a une des mentorées qui a été à une des formations, enfin, plusieurs formations que j'ai faites et tout ça. Et les outils que j'ai donnés, elle les a utilisés pour former, par exemple, ces hôtesses qu'elle a dans les supermarchés et tout ça. Et après, elle m'a dit, attends, mais je ne croyais pas que je pouvais expliquer ce truc. Tu vois, elle m'a envoyé la vidéo. Elle m'a dit, mais Wilfried, écoute, non, c'est extraordinaire, je ne savais pas. Et tu vois, moi, la satisfaction que j'ai reçue, je lui ai dit, mais attends, et il faut que les gens écoutent ça, hein. C'est comme ça que tu testes ton leadership, en fait. Tu transfères une compétence qui, elle, peut être transférée aussi à quelqu'un d'autre, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné la visibilité à cette jeune fille. Là, je dis, mais écoute, voilà, chez Mentor Afro, on forme et les gens aussi vont former les autres. C'est ce qu'on veut. C'est comme ça. Nous, on croit que vraiment, il y aura un partage de connaissances, d'expériences, inspiration, motivation et tout ça. D'autres aussi vont le faire, ainsi de suite. Et après, il y aura, comme tu as dit, effet papillon, effet boule de neige. Ça sera waouh, tu vois, après. Donc, c'est ça, hein, c'est que les gens auront la visibilité. Il y a plein de mentors, plein de trucs. Enfin, on est un peu en back-office, mais il y a plein de trucs qui se préparent, tu vois. Tu sais quoi, tu devrais dès demain, tu vois ce qu'on est en train de faire là, lancer ton propre podcast, les recevoir, vous parler, machin et tout. Parce que véritablement, comme tu dis, là, tu as la preuve par A plus B qu'effectivement ça fonctionne, ce que je suis en train de faire. Et tu as, les gens ont besoin d'avoir ces histoires-là devant eux. Et beaucoup plus que le déferlement des divertissements qu'on a. Moi, j'aime bien le football, mais je ne peux pas casser 90% de mon temps sur ça. J'aime bien la musique, je ne peux pas passer 90% de mon temps sur ça. J'ai besoin que mon cerveau il est en train de réfléchir de comment je peux mettre ça en place et tout, parce qu'effectivement, j'ai des parents, j'ai des enfants que j'ai envie d'aider. Même si tu n'as pas ça, tu as envie de vivre un peu convenablement pour toi-même. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire des choses et tout. Donc, carrément. Mais tu devrais le faire. Et comme je le dis, dès demain, je le challenge là. Il doit lancer son propre podcast, vidéo avec les gens.
Même avec un téléphone, tu vois bien, le truc, c'est pas énorme, quoi, mais il faut. Non, bien sûr. Et puis bon, voilà, donc c'est un feedback. Moi, je le prends, tu vois. C'est un peu ça l'esprit aussi. L'esprit de Morceau Afro, c'est ça, c'est que c'est de la positivité, tu vois. L'autre aussi, tu ouvres l'esprit sur d'autres choses, tu es ouvert, tu vois. Et, tu vois, moi, je crois à un truc que je le dis tout le temps. Je dis, toute interaction humaine est une opportunité d'apprentissage pour grandir, tu vois. Tu vois, moi, j'apprends des trucs de toi, puis on apprend. Comment tu vois, quel est le futur? Quel est le futur par rapport à toi, par rapport à Mentor Afro, que ce soit sur le plan financier, le plan de tes objectifs, ce que tu veux, comment tu veux qu'on voit cela d'ici 2, 3 ans, 4 ans? Non, je veux dire, d'ici 2, 3, 5 ans, on aura des mentors tu vois. Je rappelle un truc, c'est que ce n'est pas un truc de l'Afrique, c'est un truc du noir. Voilà, donc Afrique y compris, mais surtout les Noirs de France, les Noirs des States, et de partout dans le monde, tu vois. Donc on aura la plateforme partout, on aura un mentor afro, par exemple, Australie, mentor afro, Angleterre, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses de mentor afro? Quand on dit mentor afro, qu'est-ce que tu veux que les gens dans leur tête? Dans leur tête, c'est pas Wilfried Assis du tout, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est que les Noirs, ils sont positifs et excellents. Tu vois, c'est un peu la vision que nous on s'est donnée. C'est vers ça qu'on travaille. On veut pouvoir faire la promotion des Noirs qui font la différence, tu vois, qui montrent une certaine positivité par rapport à la vie, ainsi de suite. Parce que c'est par là que vient tout ce qui est développement, tout ce qui est croissance économique, sociale et tout ça. Et donc, ils doivent retenir que le Noir, il est bon, tu vois, il est excellent. Tu vois, par exemple, en 2100, je crois que ça, c'est des chiffres des Nations Unies. Normalement, on est censé avoir un humain sur 3 qui sera africain. D'accord. Donc moi, je prends ça, je minimise même le truc et puis je dis, un humain sur 3 sera noir. Donc c'est clair qu'on aura un peu plus qu'un humain parce que les Noirs ne sont pas seulement en Afrique. Et donc ce que je dis avec Mentor Afro, c'est que, écoutez, il faut commencer à préparer ce moment-là maintenant. Parce que quand nous, on va représenter cette masse-là, si certaines attitudes pas trop reluisantes, et ainsi de suite, les gens qui meurent dans la Méditerranée, là, on en aura 100 000 fois ça encore, tu vois. Absolument. Toutes ces histoires souvent les élections au niveau politique que les gens font, il y a toujours 2 présidents qui disent qu'ils ont gagné, après c'est un chaos et tout ça. On a connu ici, on a connu au Kenya, enfin dans différents trucs. Tous ces comportements là vont être multipliés par 100, par truc. Si on ne commence pas dès maintenant, tu vois, et tu vois, moi mon truc c'est quoi? On compte pas sur la politique, on compte pas sur les dirigeants, il faut parler aux individus, tu vois. Il faut parler aux communautés pour déjà commencer à installer des valeurs, installer, tu vois, un état d'esprit, un bon mindset, un bon état d'esprit qui vont aussi léguer à leurs enfants, ainsi de suite. Et ça passe par exemple par le travail, la rigueur, tu vois, le dépassement de soi. C'est l'envie. Regarde la Chine, personne ne les considérait, ces gars, tu vois, les Chinois. Mais après, je retrouve à Charles de Gaulle, on te parle chinois, tu vas apprendre que la Chine est la deuxième langue la plus parlée. Les gens vont étudier en Chine et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Ben, moi, je pense qu'il y a eu des gens qui ont une vision. Ils se sont assis, ils ont dit, mais écoute, toute cette masse-là, en termes humains et tout ça, c'est des gens qui peuvent travailler dans des usines. Donc, on a le workforce, comme on dit en anglais. Donc, on a des gens et tout ça. Donc, c'est comment est-ce que tu vois quelque chose qui peut ressembler à quelque chose qui est un peu comme qui te pénalise ou quoi que ce soit, mais que tu utilises et tu le rends, donc de la positivité, tu vois, en un bénéfice, en quelque chose qui t'aide sur le long terme. Donc on a besoin de gens qui ont une vision, tu vois. Moi, à Mentor Afro, avec toute l'équipe, les mentorés, tout le monde, c'est la vision qu'on prend. On dit, écoute, quand on sera en 2100, quand nous les Noirs, on va représenter 1/3 de la population mondiale, il faudrait qu'on soit excellent et positif et de façon concrète. T'as un business, tu es un Européen, tu es un Chinois ou quoi que ce soit, tu veux recruter des managers, des dirigeants, tu veux faire des deals, des partenariats avec des grands entrepreneurs, tu cherches Black. Voilà, c'est à ça qu'on doit arriver. Tu cherches Black parce que c'est des gens qui ont montré dans le temps d'où ils sont venus. Peut-être l'image n'était pas trop reluisante, mais ils ont travaillé dessus. Ils ont pu, tu vois, montrer des choses aussi chiffrées, prouver que, écoute, ce sont des gens qui sont bons. Tu vois, on a été le continent... On a été la race qui a été la plus challengée. Exactement. Et donc, tu vois, on va pouvoir montrer une certaine résilience. Voilà. Donc, il faut voir un peu sur le long terme à quoi ça peut ressembler. Et voilà, c'est ça, c'est ce que je vois. Ok. De ton parcours, il y a plein de choses intéressantes. Et tu as voyagé finalement dans différents endroits. Je crois qu'il y a le Ghana, il y a l'Afrique du Sud. Nigeria, l'Angola, enfin plein de pays. Ok. Quel est l'un ou les deux, on va dire les 3 pays qui t'ont le plus marqué? Moi, le premier, et je vais surprendre peut-être les gens, mais
Hormis la Côte d'Ivoire, bien sûr. Ouais, et je veux le dire en anglais. My favorite country in the world is Nigeria. Number one, full stop. Ok, donc vous dites que le pays que moi j'adore le plus, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria parce que je me suis tellement senti bien là-bas, tu vois. Moi j'étais en Afrique de l'Ouest, tu vois. J'avais les mêmes valeurs de chez moi de la Côte d'Ivoire. Les gens aussi qui étaient accueillants, par exemple. Les gens qui étaient accueillants, j'avais la bouffe qui ressemblait un peu à la mienne, tu vois. Les gens, voilà, j'étais surpris de voir c'est quoi un milliardaire. Tu vois, un milliardaire. Oui, non, parce que ceux qu'on a en Côte d'Ivoire ou bien ceux qu'on pense qui sont milliardaires en Côte d'Ivoire, c'est pas le même niveau que ce qu'on a là-bas, tu vois. Donc j'ai été surpris. Attends, entre parenthèses, tu es de quelle ethnie? Non, moi je suis Atié des deux parents. Je parle bien Atié en plus. D'accord, ok. Je parle l'ethnie et tout ça. Tu vois, donc du coup, moi c'est le Nigeria qui m'a le plus marqué. Et puis en termes, on peut dire peut-être en termes, il y a des pays qui m'ont surpris aussi. Il y a Luanda, par exemple. Enfin, donc l'Angola. D'accord. Et puis un peu l'île Maurice. L'île Maurice, à cause du profil du consommateur que nous, on avait là-bas. D'accord. Où tu vois, tu rentres dans des ménages à loyer vraiment modéré et tout ça. Mais tu trouves des produits détergents ou bien des produits d'hygiène corporelle, mais qui sont premium. D'accord. Comment ils vont? Comment c'est possible? Tu vois. En même temps, dans le détergent, tant que tu ne fais pas de promo, c'est difficile de vendre. Tu vois. Quand nous, on faisait des promos sur le truc, tu vois, les gens faisaient le rang pour s'acheter la bouteille de savon liquide pour la machine et tout ça. Et puis à Luanda, c'est que tu es en plein centre-ville, gratte-ciel. Et puis juste à côté, même à côté, tu as des habitations loyers, très modérées. Et carrément, plein de gens, des machines à laver à l'intérieur. Je dis, attends, comment est-ce que tu vois les deux classes sociales en même temps, au même endroit? Et donc, en même temps, ça me marque. Et tout, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle de l'aspiration. Voilà, c'est que nos communautés sont dans l'aspiration et tout ça, mais en même temps, il ne faut pas juste rester dans l'aspiration qui te pousse à aller vivre au-dessus de tes moyens. Tu vois. En Afrique du Sud, j'ai vu des gars qui voulaient en cabriolet et tout ça, mais bon, écoute, ils étaient en location dans un tout petit studio là. C'est un peu l'effet United States. Enfin, on regarde ce qui se passe là-bas et on pense qu'il faut dupliquer ça alors qu'on n'a pas quoi chez des pattes. Donc, du coup, il faut faire un peu à la Whisky, à la Davido, bien quoi que ce soit. Tu vois, j'ai quelqu'un qui me disait, écoute, tu vois les clips vidéo, musique des States, là, tu vois, plein de gros cylindres dedans. La plupart des gars, ils les louent, quoi, tu vois. Et puis, absolument. Et après, ils prennent leur Uber et ils rentrent chez eux. Là où, par exemple, quand tu as du whisky qui te fait un truc, bon, écoute, lui vient un gars, sa Ferrari, c'est sa Ferrari, quoi. Même tu vois, 50 Cent, il disait, comment ça s'appelle, un bijou, il brille pareil à la lumière, quoi. Faux comme vrai, quoi. Donc, tu vois son gros truc en chaîne, tu dis, c'est non. Voilà. Donc, on a besoin, nous, en tout cas, notre communauté, d'être aussi authentique, tu vois. C'est vrai, l'aspiration est là, mais ça doit être l'aspiration qui te pousse à rêver grand, tu vois, à dire, écoute, il faut que mon jeu j'ai ça, il faut que je réussisse comme ça, il faut que, surtout, et puis il faut sortir de soi-même, hein, je vais dire de son environnement immédiat, il faut que surtout la communauté, tu vois, puisse se relever. C'est comme ça qu'on a un impact. Tu sais, moi, je dis aux gens, on a de la valeur que par l'impact positif qu'on a sur les autres. Tranquille, c'est pas, t'as des biens, t'es le fils de temps, non. Mais c'est ce qui reste dans l'histoire. Voilà, c'est ce quand tu regardes les... on va dire les personnalités, les noms qui restent dans l'histoire sont ceux qui ont un impact, j'ai envie de dire en majorité positif, sur les êtres humains. Non pas que je veux revenir à la religion, mais c'est ce que tu vois avec les différents prophètes dont on parle, parce qu'effectivement, ils ont un impact normalement positif sur les gens les communautés, exactement. Et ils n'ont pas fait des choses pour eux, ils ont fait des choses pour les autres. Exactement. Il y a plein de petites histoires. Quand tu parlais de trucs, en fait, en face de toi aussi quelqu'un qui a lu le Coran, hein. Donc à la base chrétien, mais qui a lu le Coran, qui a fait des trucs. Donc ouvert sur des trucs, qui comprend. Comment tu veux pouvoir communiquer avec l'autre si tu sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Tu vois, plutôt que de rester dans son coin, peut-être carré borné, et se dire, mais attends, écoute, c'est autre chose, non, fais pas ça. Tu vois. Je dirais que ton ouverture fait, de par ton expérience, voyage, même cocon familial, fait que tu as fait ce pas-là. Effectivement, c'est pas tout le monde qui va se dire, ok, je vais aller des deux ou n'importe quelle religion ou quoi que ce soit. C'est pas tout le monde qui va le faire. Tu as tellement un stéréotype, une appréhension de la chose parce que tout ce qu'on t'a mis dans la tête depuis tes parents, tes amis, ton entourage, et quand tu veux aller, c'est difficile parce que finalement, tu es, je dirais, le gars intello par excellence.
si on aurait été dans la même classe, on aurait été diamétralement opposés. Parce que moi, je foutais la merde. Très, très concrètement. Et toi, tu bossais. Ce qui fait qu'on n'aurait pas été, comment on appelle ça, on n'aurait pas traîné ensemble. Mais si j'aurais voulu être avec toi, les gars avec qui je me sentais bien, parce que je suis dans mon confort et tout, m'auraient pu calculer. Comme toi, si effectivement tu vas avec, m'auraient pu calculer. Donc c'est difficile. Et les gens qui vont vouloir potentiellement atteindre certains objectifs vont devoir faire cela. Ok, et les gens que tu aimes, tu vas toujours les aimer, mais il va falloir que tu sortes de là si ta zone de confort. Exactement. Ta zone de confort. Et puis aujourd'hui, bon, tu vois, par exemple, il y a un modèle de transmission de connaissances et tout. Moi, j'ai testé en Afrique quand j'étais chez au Nigeria. Quand je suis venu aussi chez Friesland, j'ai testé, le truc marche, c'était vraiment bien, c'est l'edutainment. Tu vois, j'ai vu par exemple à la chaîne nationale un monsieur qui a écrit un livre qui conscientise les jeunes et tout, il a porté il y a un type de vêtement qu'on appelle le drégeba, tu vois, donc c'est carrément le truc, la tenue traditionnelle, je crois, de l'Ouest et tout. Donc le tonton est dans son truc, au journal de 20h et tout, il me dit, ah non, les jeunes d'aujourd'hui, c'est... J'ai regardé ça, j'ai dit, waouh, les gens ont besoin de sortir et de s'ouvrir. Cette méthode-là ne va pas marcher. Les jeunes qui sont là, qui sont dans le coupé-décalé ou bien qui sont dans des trucs, un peu trucs. Ils sont dans le truc de jeunes. Voilà, c'est pas ça qu'ils vont comprendre en fait. Il faut parler leur langage. Exactement. Tu vois, donc c'est joindre en fait à la fois de la, je n'ai pas envie de dire de la distraction, mais de l'entertainment avec de l'éducation. Absolument. C'est comme quand tu merges les deux, quand tu parles, le gars il voit, il dit ah oh, mais ça a l'air cool ça. Et il vient dans ça, tu lui flanques le message. Pour appuyer ce que tu dis. Ouais. Les gens qui vont gagner sur les réseaux sociaux, c'est ceux qui vont réussir à divertir les gens ou à les éduquer. Et il y a un gars, peu importe ce que l'on pense de lui, peu importe ce que l'on pense de lui, et à l'heure actuelle, bon, il est dans une situation où il ne vit pas, comment on appelle ça, il a sa femme qu'il a perdue, le Makosso. Tu peux penser ce que tu veux de lui. Mais j'ai écouté une de ses interviews qu'il a fait, je crois, au Burkina. Il avait des gars, un panel de gars qu'il interrogeait et tout. Et le gars, il t'explique comment sa stratégie sur les réseaux sociaux. Et je t'assure, c'est pas compliqué, c'est pas des maths. Mais je t'assure que ce qu'il dit, c'est tellement réel parce que derrière, quand ils font, entre guillemets, un vote public panel, tout le public est avec lui. Et les gens, tellement ils sont bornés dans leur tête, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est lui qui a la réponse. C'est lui qui va toujours parler à ces jeunes-là à qui tu veux parler. Et il parle même à des gens qui sont de la même génération, puisqu'il a trouvé le code pour pouvoir leur parler. Donc, les gars lui disaient, OK, tu parles toujours d'argent. Et ouais, parce que, à ce que je sache, ici, les jeunes que tu vois, quand ils vont à l'école, c'est pour avoir du pognon après. Donc effectivement, je leur parlais d'argent, tu veux que je leur parle de quoi? Tu vois ce que je leur dis? Bien sûr. Donc effectivement, ce que tu dis, si tu arrives à parler le langage de l'autre, tu vas gagner. Non, bien sûr. Tu vas gagner. Si tu as peut-être de l'information qui est super intéressante, mais si tu es en mode scolaire, en 2020, c'est pas comme ça que les gars réagissent. Leur cerveau, il est déjà loin, machin. Bien sûr. Non, mais c'est ça, on pense à ça. Donc on a une ligne éditoriale qu'on est en train de mettre en place et tout le reste. Voilà, c'est clair. Nous, on a les insights, on sait que c'est comme ça qu'il faut avancer. Et non, moi j'apprécie ce que le gars lui fait. Tu sais, j'ai dîné avec l'artiste là, Kesha. À Londres, et puis on en a parlé, on parle un peu des réseaux sociaux et tout ça, et puis le point c'était quoi? Attends, comment est-ce que, par exemple, tu move the needle? Comment est-ce que tu bouges les choses et tout ça? Attends. Mais c'est clair, un des points, c'est par exemple la controverse, tu vois? Avec la controverse, t'as tout le monde. J'ai vu un gars qui est un coach qui lui a posté une vidéo qui ressemble à une sextape. D'accord. Donc le truc est noir, et puis après, tu vois un gars qui est carrément nu là, et puis le truc se coupe sur sa page. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé de l'Écosse et tout ça, qui disent, attends, mais vos histoires que vous faites là, attends. Il y a un des gars qui, lui, s'est trompé, apparemment, il a mis une vidéo de trucs et tout. Et le gars, il n'a même pas réagi dessus. Et tu vois, le truc qui est drôle, c'est qu'un truc pareil, tu as plein de gens que tu vas captiver, qui vont venir, qui attendent que le monsieur vienne expliquer ce qui s'est passé, et qui sont dans l'attente et tout ça. Donc, du coup, ils s'abonnent, donc son nombre d'abonnés, ça monte l'engagement, ça monte, les gens partagent, ils font truc. C'est comme ça, malheureusement, que le truc passe. Tu peux venir avec du contenu qui est pertinent, il faut que tu maintiennes ça. Over time, tu vois, dans le temps, il faut que tu maintiennes ça, mais en même temps, ça ne va pas arriver, tu vois, à tous ces trucs qui peuvent créer le buzz dont on peut parler, dont tout le monde peut parler, tu vois. Donc,
j'allais parler en anglais, dans ta journée, j'allais dire, dans ton voyage. Exactement. Ouais, Ça, c'est pas. Le Wilfried qui est là aujourd'hui, ça a mis X nombre d'années pour qu'il arrive à cette étape. Parce que les gens, comme tu dis, il y a un buzz, ils pensent que c'est en un coup. C'est pas en un coup, c'est en plein d'échecs qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à être celui que tu es. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai posté une vidéo, j'ai mis un texte, il n'y a pas eu d'abonnés, il n'y a pas eu de likes, il n'y a pas eu de... ça va arriver, mais il faut être persistant, consistant. Et finalement, tu ne fais que tester le marché jusqu'à trouver la bonne méthode qui fait que, les gens, ils viennent. Si tu n'es pas du tout... c'est peut-être ça qui me ronge un peu, c'est parce que je vois beaucoup de gens qui essaient de chanter... en pensant que c'est ça qu'il faut qu'ils fassent pour que les gens viennent. Ouais, parce que alors qu'ils ont commencé, ils se sont affichés avec une autre profession et après ils changent. Ils n'ont même pas besoin de faire ça. Non, oui, comme tu parlais d'authenticité, les gens, je pense que les êtres humains sentent quand t'es faux. je pense. En tout cas, moi, quand je regarde des trucs, non, t'en as pas besoin. Effectivement, j'ai une idée un peu de qui tu parles. Mais bon, écoute, c'est vrai, quand j'ai vu les choses comme ça. Non, quand j'ai vu les choses, surtout en Côte d'Ivoire, j'ai vu des gens qui migrent vers la chanson et tout, alors que t'as pas besoin, t'as pas la voix, t'as pas le texte, t'as pas le truc. T'as pas besoin, effectivement, tu vois. Je veux dire, reste dans ton truc et fais-le bien, tu vois. Reste dans ton truc et fais-le bien. Bon, peut-être un petit conseil, ou bien comment est-ce que tu construis ton truc. En clair, tu as une base. Tu vois, moi je parle aux entrepreneurs, je dis, écoute, quand tu veux faire quelque chose, commence déjà avec ce que tu as. Ouais. Ne va pas prendre un prêt à la banque ou bien ne va pas te tuer pour autre chose. Ce que tu as aussi en même temps, c'est en même temps ta base d'amis, ta base de fans que tu as sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, les gens avec qui doivent voir ce que tu fais, ainsi de suite. C'est ta première base avec laquelle tu construis. Et puis après, il faut que tu aies du contenu qui est pertinent, que les gens auront envie de partager avec les autres. Absolument. Et pour que tu aies du contenu qui est pertinent, il faut que tu ne sois pas en train de parler de quelque chose qui, toi, te concerne, mais qui ne peut pas intéresser les autres. Ouais, le but, si tu partages, c'est que ça intéresse les autres. Après, faut pas les gens se jugent trop. Je pense que les gens qui veulent faire poster ou montrer des choses constructives et tout, ils se jugent trop quand ils postent. Même moi, ça m'arrive. Quand on filme là, je dis, la lumière, j'ai pas pris le truc au bon angle et tout. Laissez le public décider. Le public va décider. Ouais, effectivement. Parce que, tu vois, moi, j'ai cet aspect marketing aussi, qui fait que je me dis, à la fin de la journée, tu vois, souvent, c'est un exercice très difficile de pouvoir se demander, surtout avec la c'est pour moi je fais ou c'est pour les gens. Les gens, ils sont comment, effectivement. Donc, faire le truc, avance. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu n'as même pas besoin d'un truc parfait. Tu vois, c'est pour ça que je dis aussi que j'aime le Nigeria. Ça, ils ont un mindset, en fait, qui est tel que j'ai pas besoin de 100% right. Ouais. Moi, j'ai un truc qui fonctionne un peu, j'avance, et puis je corrige au fur et à mesure, j'avance. Mais, tu vois, s'auto-juger, se dire, attends, écoute, non, c'est pas trop net, c'est pas truc, non, avance. Ceux qui font du divertissement, j'aime bien, ça c'est quoi ça encore les gars, ils ont commencé avec leur téléphone. Il y en a plein qui font ça uniquement avec leur téléphone. Et petit à petit, ils ont grimpé, tu vois. Et tout le monde, en tout cas qui fait quelque chose de construit, devrait passer par là. Bon, on va terminer sur ça. Donc, Mentor Afro. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver. Ouais, d'accord. Donc, il y a un site web qui est en construction, donc mentorafro.com qui est en construction. Donc, très bientôt, il sera live. Donc, on va faire un lancement, tout ça. Et en même temps, c'est qu'on a une page LinkedIn qu'on vient de créer. Jusqu'à présent, c'était mon profil que j'utilisais pour poster les trucs. Sinon, il y a une page LinkedIn Mentor Afro. Donc, il faut aller la suivre. Il y a plein de choses qu'on va mettre. Ça ne sera pas que du jeu là-ci. Ce sera aussi des mentors qui viennent de partout. Du contenu, des différents mentors. On aura une ligne éditoriale, tu vois, par exemple, motivation, inspiration, learning. Ce que j'appelle learning, c'est surtout, par exemple, les expériences qu'on a eues. Ça peut être un échec, ça peut être quelque chose, mais qui est censé ouvrir l'esprit dans l'autre aussi, tu vois. Partage de connaissances, expériences, ainsi de suite. Réflexion aussi, tu vois. Ça, c'est un post qu'on pense surtout les dimanches, tu vois. Avant de démarrer la semaine, on va emmener les gens à souvent aussi se demander, mais attends, réfléchir, se challenger, ainsi de suite. Et puis, bon, ça, il y a un truc qui est clair. Il y a plein de choses que j'écris, je sais. Il y a certains managers qui le voient, ainsi de suite, qui n'aiment pas. Mais écoutez, c'est le but du jeu. Moi, je vais vous mettre hors de votre zone de confort. Et c'est comme ça qu'on se développe. Il y a une méthode de faire avant qui ne marche pas.
faut accepter qu'on puisse nous dire, écoute, non, c'est pas comme ça. Tu vois, par exemple, je te donne un exemple simple. Les gens aux entretiens, pas aux entretiens, mais je veux dire, aux évaluations de fin d'année, ils les voient comme les évaluations de l'employé. Moi, je dis non, c'est l'évaluation de la relation. Et voilà, donc le manager, il parle, l'autre aussi, il parle. Moi, je disais à mes équipes, dis-moi ce que tu veux que j'améliore chez moi en tant que ton manager. Et c'est là qu'il y a des gens qui vont dire non, donne-moi un peu plus de temps, ainsi de suite. Si tu ne sais pas aussi, lui, il est aussi comme un client pour toi, que tu dois satisfaire, tu vois. Donc, pour nous trouver, très rapidement, c'est ça. Donc, on a une page sur Facebook, Mentor Afro, aussi sur Instagram. Maintenant, on peut nous contacter sur info@mentorafro.com et au 05 59 91 91. Voilà, 05 59 91 91. Bon, si on nous appelle de l'étranger, c'est aussi un numéro WhatsApp. Donc, on met le plus 225 à l'avant d'abord. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Et toi, tu es sur les réseaux sociaux personnellement? Oui, si. On peut te contacter? Oui, si. Tranquille, tu vois, je suis quelqu'un qui répond. C'est quoi tes réseaux sociaux? Non, je veux dire, donc si tu prends LinkedIn, c'est Wilfried Assis, ça c'est clair. Sur Facebook, c'est Assis Will. D'accord. Wilfried Assis aussi, c'est Instagram. Mais bon, là-bas, Instagram, c'est des belles images. Mais, donc là-bas, mon Instagram perso, bon, quelques rares fois, j'ai mis des trucs sur Mentor Afro et tout, mais c'est plus des trucs que j'aime, tu vois. D'accord. Okay. Mais sinon, c'est pas assez constructif. Voilà. Et bon, ça, c'est la chose. Quand on parle d'authenticité, je suis ce que je suis, tu Absolument. vois. J'ai plusieurs trucs que je fais. Voilà, je balance. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, je suis disponible. Bon, si on me voit dans la rue, on cause, on parle. Je suis quelqu'un de simple, je suis pas quelqu'un de... Je veux dire, on est dans le développement humain, tu vois. On a des challenges qui sont plus grands qui sont ailleurs. Donc, on doit se mettre ensemble, travailler, être ouvert et puis bon, aller ensemble. Voilà. Excellent. Ben, écoutez, c'était le premier épisode de... Je pense que je vais l'appeler... Parce que je n'ai pas encore donné de nom, mais je pense que je vais l'appeler l'Espérance Yannick Yeo, puisque je m'appelle Yannick Yeo. Okay. Donc voilà, ça sera... c'est à moi. Non, c'est bon. Donc voilà, c'était Wilfried Assis qui était avec nous. À très bientôt, les amis.